Eh bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour ce nouvel événement, ce nouveau webinaire. Donc, un nouvel épisode des webinaires éco-conception qui sont organisés par Écosystème en partenariat avec le pôle éco-conception. Donc, vous avez peut-être l'habitude de me voir, je me présente quand même, Samuel Mayer. Je suis directeur du pôle éco-conception qui est le centre d'expertise national sur la performance du cycle de vie. Et donc, on est soutenu par l'ADEME pour la diffusion justement des meilleures pratiques en développement de produits et services et environnement, d'où l'objet de ce webinaire. Alors, juste pour info, ce webinaire, je l'ai organisé de manière assez forte avec Axel Roa, qui est expert environnement chez Écosystème. Salut Bonjour à Axel. tous. Bonjour. En tout cas, merci pour le soutien. Vous savez, il y a beaucoup de choses aujourd'hui à voir. Peut-être je fais un petit rappel sur Écosystème, c'était pas clair pour tout le monde, parce que vous n'êtes peut-être pas tous adhérents. Écosystème, c'est un éco-organisme, c'est-à-dire que c'est, tu me corriges, hein, c'est une entreprise d'intérêt général à but non lucratif qui est agréée par les pouvoirs publics, donc c'est l'ADEME donc, qui doit le faire de mémoire. Et Écosystème, vous œuvrez pour l'allongement de la durée de vie des équipements électriques et électroniques ménagers et pour leur réparation et le réemploi. Et dans ce cadre-là, vous avez mis en place tous les systèmes de collecte, de recyclage, de valorisation quand ils sont devenus déchets, c'est-à-dire quand lorsque le détenteur final doit s'en séparer. Et aussi, alors, il y a toujours cette petite chose, vous travaillez aussi sur un point un peu particulier, qui sont les équipements électriques professionnels, les lampes et les petits extincteurs usagés. Donc c'est quoi? C'est un statut qui est d'entreprise à mission maintenant, c'est ça? Oui, Il me on a une semble. entreprise à mission avec 5 grandes missions, voilà, et dont ce que tu viens de parler, notamment la lutte contre le changement climatique, l'épuisement des ressources, etc. Donc, on avance doucement mais sûrement sur également notre mission et l'intérêt général qu'on porte à tous. Justement, il me semble que tu m'avais fait passer un chiffre, mais où tu parles changement climatique, un chiffre 2021, tant de le consolider, vous avez permis d'éviter ou d'éliminer 1300 tonnes de CO2 en 2021 par vos activités. Donc, vous pilotez aussi votre impact sur l'environnement, c'est-à-dire que vous avez des indicateurs là-dessus. Oui, on réalise aussi les bilans environnementaux des filières, donc notamment sur le changement climatique et d'autres indicateurs, ce qui permet, eh bien, comme tu viens de le dire, de piloter un petit peu la filière, de voir ce qui marche pas, où est-ce qu'on doit concentrer nos efforts pour pouvoir, eh bien, encore améliorer nos performances également d'un point de vue environnemental. Voilà. Justement, on parlait de pilotage, d'intégration, etc. Lors du dernier webinaire, on avait lancé un petit questionnaire, un sondage. Est-ce qu'on peut juste revenir dessus Oui. peut-être Oui, rappeler le alors but on vous avait fait passer un petit sondage très rapidement sur la précédente saison. Vous nous avez attribué l'excellente note de 4,4 sur 5. c'est pas suffisant Sur, pour qu'on s'améliore. voilà, faut encore qu'on s'améliore cette année. Pour rappel, on avait fait 6 webinaires l'année passée. Et dans votre top 3, on retrouve eh bien, en troisième position le webinaire sur les plans de prévention et d'éco-conception. En seconde position, les enjeux de la filière D3E, donc un webinaire assez générique sur eh bien, qu'est-ce qui va être impactant, qu'est-ce qui va être important dans notre filière des déchets électriques et électroniques. Et puis en numéro 1, le webinaire sur la recyclabilité des équipements électriques et électroniques. Donc on avait fait une première introduction d'explication de la loi. On avait apporté des premiers éléments de réponse qui seront complétés, mais je ne vais peut-être pas spoiler la fin de la présentation, mais qui seront complétés lors d'un prochain webinaire pour vous présenter la méthode ou les méthodes qu'on aura choisies en fonction des différentes filières, des filières pour lesquelles on est agréé. Donc, vous allez continuer à en entendre parler. Ce sujet n'est pas tout à fait terminé. On vous avait également posé la question de, eh bien, de quoi est-ce que vous voudriez parler lors des prochains webinaires. Donc, on retrouve eh bien, des thématiques autour des bonnes pratiques, de l'éco-conception, des futures évolutions réglementaires, des caractérisations, d'avoir une vision globale sur la filière, etc. Vous retrouvez le nuage de mots en bas de cette slide.
Et l'un des sujets qui revenait assez fréquemment tournait autour de la réparabilité, de la durabilité, de la réparation. Et donc, on a trouvé ça super intéressant de vous proposer du coup ce webinaire aujourd'hui sur tous ces sujets. Merci pour ce premier point. Merci d'abord pour votre confiance et puis pour la note que vous avez donnée. Je rentre peut-être dans le sujet du jour. On avait prévu de parler de tout ce qui est éco-conception, réparabilité, durabilité des équipements électriques et électroniques, avec un sujet en route vers le futur. Alors moi, ok, je crois que c'est l'ordre du présent en ce moment. Tout Parce à que les fait. tendances d'éco-conception pour les produits électriques et électroniques ont évolué, puis les exigences autour de l'efficacité en termes de matière, les travaux sur les indices de réparabilité et de durabilité en France, en sachant qu'on a été un petit peu en avance de phase, font que je pense que c'est un sujet du jour qu'il faut préparer pour demain. Et lors de ce webinaire, on va avoir tout un tas d'experts de la réparabilité, de la durabilité, et puis des professionnels de réparation qui vont prendre un peu la parole pour voir un petit peu comment ça se passe réellement. Donc voilà, on va avoir pas mal de contenu aujourd'hui et c'est plutôt bien. Donc on va essayer de tenir les temps. Et d'abord, je voulais d'abord accueillir dans un premier temps Alexandrine Fadin, qui est directrice développement durable du GIFAM, qui nous présentera un petit peu le contexte de la réparabilité, de la durabilité. Bonjour Alexandrine, merci d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir te libéré. Bonjour Samuel, bonjour à toutes et à tous. Tu peux peut-être nous repréciser le GIFAM? C'est peut-être pas. Oui, bien sûr. Ouais, ce que c'est comme organisation. Le GIFAM, c'est l'organisation professionnelle qui représente les fabricants d'électroménagers, donc les appareils que vous avez dans votre cuisine, votre maison, dans votre salle de bain, et les appareils de thermique électrique. Désolée, j'entendais un écho. Ah, je pense que c'est bon, je l'ai eu un petit peu, mais là on l'a plus a priori. Dis-moi si c'est bon de ton côté. C'est bon. C'est bon, tout va bien. Donc ça représente une cinquantaine d'entreprises, des petites et aussi des grosses. On verra, il y aura un témoignage juste après. Avec nous, on a aussi, on va faire une table ronde après, on aura deux intervenants. Et donc, on a le plaisir d'accueillir Nathalie Castelletta, chargée d'études statistiques et formatrice au SAV Leclerc Est, du Betlec de chez Leclerc. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Merci à toi aussi d'avoir pu te libérer et de venir un petit peu témoigner là-dessus. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu, c'est peut-être un peu abscon pour nous, mais savez Leclerc Est, etc., de quoi il est question, comment ça s'organise? Je crois que tu m'avais donné une petite carte, c'est peut-être plus clair comme Voilà. ça. Donc le SAV Leclerc Est, c'est une filiale déjà de Betelec Est, et Betelec Est est une centrale d'achat de produits techniques. Et le SAV Leclerc Est couvre le SAV des magasins situés d'une ligne allant de Dieppe jusqu'au sud de Toulouse, c'est-à-dire vers Saint-Gaudens, et en passant par l'ouest de la région parisienne. Ça représente environ 350 magasins répartis sur tout ce périmètre. Ok, donc on va avoir quand même un retour d'expérience qui sera largement représentatif de ce qui se fait chez Leclerc. Et on aura aussi un retour d'expérience du groupe SEB avec Vincent Martin. Vous êtes responsable du SAV groupe SEB et vous êtes co-directeur général de Répar SEB, dans le sujet du jour aussi. Bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc on aura sûrement l'opportunité de revenir sur l'organisation. Donc le groupe SEB, je pense que c'est pas vraiment la peine de le présenter. Vous le connaissez Si, toutes. peut-être rappeler quand même les quelques marques que ça représente, parce que c'est pas toujours connu par tous. Bon, alors le groupe SEB, c'est le leader du petit électroménager avec des marques très connues comme Tefal, SEB, Moulinex, Roventa, Calor, Krups, VMF. Voilà, on en a encore beaucoup d'autres. Dans le monde, on a plus de 30 marques. Voilà, donc on est présent dans la France et c'est le rôle de mon organisation, en fait, c'est justement de s'occuper de la prévente de tous les produits que nos distributeurs et nos consommateurs nous confient pour leur réparation.
Et Reparseb, c'est quoi? C'est une structure qui est… Alors, Reparseb, c'est une joint venture sociale, en fait, que l'on a montée avec le groupe ARES dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et en fait, à Reparseb, donc dans nos locaux qui sont situés à Paris, porte de la Chapelle, en fait, on va faire de la réparation et du reconditionnement de produits. Principalement, c'est du reconditionnement. Mais la caractéristique, c'est que justement, nos techniciens sont des salariés en insertion, c'est-à-dire que c'est des personnes, en fait, qui apprennent le métier de technicien de petit électroménager. Et donc, en fait, on remplit deux missions. En fait, on contribue donc à la circularité et à l'économie circulaire, d'une part, et d'autre part, dans le social et solidaire, puisqu'on donne une nouvelle chance à ces personnes pour la réinsertion. En fait. Merci pour tous ces éléments. Et puis, on aura un dernier intervenant, mais là, vous la connaissez. Voilà. Maintenant qu'elle est directrice adjointe, vous pensiez qu'on ne la verrait plus, mais non, elle revient avec nous. Hein. Donc, c'est Lorraine Cuido, directrice adjointe, experte à l'environnement d'écosystème, avec qui j'ai eu l'honneur d'organiser un certain nombre de webinaires, justement, pour écosystème. Salut Lorraine. Bonjour à tous. Bon, bienvenue. Bon, tu nous feras une petite conclusion un petit peu sur les éléments clés, mais bon, j'en dis pas plus, on le verra à la fin. Alors, je vous rappelle les règles. Voilà, on aura pas mal de contenu, donc on prendra les questions à la fin. Par contre, vous pouvez les poser dès le départ. Il y a un outil, je vois qu'il y a déjà des questions qui arrivent, je vais commencer à regarder. Vous avez un endroit pour les questions, il y a un endroit pour le chat si vous voulez un petit peu discuter des choses un peu plus rapides, mais les questions, on les prendra directement dans l'onglet lié aux questions. On essaiera d'y répondre au maximum dans le temps qu'on aura aujourd'hui. Ce webinaire sera enregistré, donc c'est pas peine de m'envoyer des mails. Je vous promets qu'on le mettra en ligne et c'est sur la plateforme YouTube d'écosystème. Donc laissez-nous juste le temps de l'organiser et vous recevrez de toute façon un mail vous informant du lien et du moment où il sera mis à disposition. Donc on s'organise avec Excel pour vous envoyer tout ça. Mais avant de commencer, Axel, j'aimerais juste un petit retour. Il me semble que tu avais des chiffres clés sur Quali-Répar. Peut-être juste repréciser ce que c'est en 2 mots, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Est-ce que tu peux nous préciser Quali-Répar, là, où on en est? Oui, Quali-Répar, c'est le label sur lequel on a travaillé conjointement entre les 2 éco-organismes qui vont gérer les équipements électriques et électroniques en vue de leur deuxième vie, donc écologique d'un côté et écosystème. C'est un label qui va venir labelliser, comme son nom l'indique, des sites et des entreprises qui sont des acteurs de la réparation en vue de pouvoir faire bénéficier à leurs clients du bonus de réparation sur les équipements électriques et électroniques concernés. Donc, pour rappel, la loi AGEC a introduit la possibilité, enfin l'obligation d'avoir un bonus réparation sur certains équipements. Ce bonus va de 10 à 45 € de mémoire, dépendamment des équipements, et directement déduit de la facture des clients lorsqu'ils vont venir faire réparer sur site ou chez eux une machine à laver, une machine à café ou un téléviseur. Voilà. Et pour introduire ce webinaire, ça me semblait important de vous donner quelques chiffres déjà côté écosystème. Donc au 23 mars, on avait plus de 15 000 demandes de remboursement qui avaient été soumises à écosystème. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on en avait déjà un petit peu parlé lors du premier webinaire. On avait, il me semble, entre 500 et 700 sites qui étaient labellisés au mois de janvier. Et désormais, on est à 1159 sites précisément, ce qui représente environ 458 entreprises, avec un objectif à l'été à 5 000 sites de labellisés, un objectif plus global à 20 000 sites de mémoire labellisés. Donc la route est encore longue, mais ça croît quand même de façon très importante pour avoir un bon maillage territorial des acteurs qui sont labellisés, des acteurs de la réparation qui sont labellisés. Ce qui représente 3200 techniciens qui concrètement vont venir opérer, réparer, diagnostiquer les différents équipements électriques et électroniques. Donc, petit message, on manque de techniciens, donc n'hésitez pas à embaucher, il y a du boulot pour tout le monde pour pouvoir subvenir à la demande. Voilà, donc il y a
il y a du boulot, on a besoin de main-d'œuvre. Et puis, ça représente, juste pour info, plus de 300 000 € de remboursement actuellement qui ont été versés. Je vous épargne toute la liste, mais je vous ai mis ici le top 10 des équipements qui ont fait l'objet d'une demande de remboursement validée par Écosystème. Donc, on retrouve le lave-vaisselle, le lave-linge, le sèche-linge, le four, donc des gros équipements électroménagers pour lesquels souvent les techniciens se déplacent au domicile des personnes. Et puis, on retrouve ensuite aspirateur, frigo congélateur, machine à café, téléphone portable, téléviseur et cuisinière. Donc voilà, vous avez ces chiffres qui sont intéressants avec, on voit plus particulièrement concernés la vaisselle et lave-linge, pour lesquels on va pouvoir venir les réparer assez facilement, entre guillemets, parce que j'en suis bien incapable. Donc, voilà. Juste pour rappeler, parce qu'on a la question, ça me semble important de la traiter dès maintenant, le fonds, il est lié à l'éco-participation qu'on paye sur les produits. On est bien d'accord, hein? Oui, c'est ça. Dans l'éco-participation, l'éco-contribution, il y a une partie du montant qui est attribuée au fonds réemploi en faveur notamment de l'ESS pour pouvoir venir réemployer des équipements qui sont encore en bon état. On a une partie qui est alliée au fonds réparation et une partie qui est allouée au recyclage des équipements si jamais on n'arrive pas à leur donner une deuxième vie. J'ai besoin d'un oui, non, et on s'arrêtera là sur cette question-là. Du B2B aussi? J'ai pas compris la question. C'est uniquement pour les produits de grande consommation, ce fonds, ou c'est aussi pour les produits professionnels? Il me semble que c'est uniquement pour du B2C, ce fonds réparation, si je ne m'abuse. Tout le monde a l'air d'accord. Voilà, on a fait la réponse et on avance. On a d'autres choses à faire et à traiter aujourd'hui. On reviendra s'il y a d'autres questions. On essaiera de les traiter à la fin. On va avancer parce que justement, on voulait discuter. On va profiter de la chance qu'on ait Alexandrine du GIFAM qui a suivi tous les groupes de travail, que ce soit sur la réparabilité, la durabilité, etc. Et donc, on voudrait que tu puisses nous introduire un petit peu tout ça. Donc, on va commencer par la base, on est sur durabilité. Indice de réparabilité, bon, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, de quoi on parle? Alors, l'indice de réparabilité, c'est une note qui va de 0 à 10, qui est une note de réparabilité qui indique au consommateur au moment de son achat, que ce soit en ligne ou en magasin, le niveau de réparabilité de l'appareil. C'est une mesure réglementaire, c'est une mesure qui est dans la loi AGEC, donc anti-gaspillage et pour une économie circulaire. Si tu peux passer à la slide suivante. Donc, l'objectif de cet indice qui est poursuivi par la loi et par les pouvoirs publics, c'est de renforcer l'information du consommateur, d'encourager la réparation. Et ce qui est aussi très intéressant dans l'élaboration de cet indice, c'est que, donc évidemment, c'est un indice élaboré par les pouvoirs publics, mais avec l'ensemble des acteurs de la filière, tant les distributeurs, les fabricants, les acteurs de la réparation, les associations environnementales ou encore les associations consommateurs. Donc, il concerne quelle catégorie de produits? Oui, Samuel. On a juste un petit problème d'écho. Pour les autres participants, si vous pouvez couper les micros, il y a un petit écho quand tu as Alexandrine, ça ne va pas être super agréable. Donc, vérifiez bien que vos micros sont coupés. Nathalie, Vincent, Axel et Lorraine. Excuse-moi, j'ai voilà. Pas de souci. Alors, sur la slide suivante, on peut voir quelles sont les catégories de produits qui sont concernées, puisque le logo s'affiche en fonction des produits qui sont visés par les textes réglementaires. Donc, depuis le 1er janvier 2021, l'indice est affiché aux consommateurs pour le lave-linge Hublot, l'ordinateur portable, la télévision, la tondeuse et le smartphone. Et ça a été étendu à des nouveaux produits le 4 novembre dernier, avec le lave-linge top, le lave-vaisselle, les aspirateurs, donc aspirateurs robots filaires et non filaires, et le nettoyeur haute pression. Un petit point sur donc au GIFAM, on a un super service études et statistiques, et ils ont fait une analyse plus poussée de où est-ce qu'on en est de l'indice aujourd'hui et de sa perception par les consommateurs. Donc,
Selon leur étude, il y a plus de la moitié des Français qui déclarent avoir vu ou entendu parler de l'indice de réparabilité fin 2002, ce qui a augmenté par rapport à fin 2021. Donc, ce qui montre qu'il y a de plus en plus de personnes qui entendent parler de cet indice et qui disent que ce sera, que ce soit pour le GEM et un petit peu moins pour le PEM, mais quand même un chiffre important, que ce sera un élément important, voire déterminant dans leur choix d'appareil. Ensuite, on a des données GfK qui nous montrent l'évolution de la part des volumes de vente des appareils qui sont soumis à l'indice de réparabilité. Alors, on a fait juste dans le secteur de l'électroménager, parce que ce sont les fabricants que l'on représente, donc du coup, qui montre l'évolution de la part des volumes par tranche de notes. Et donc là, par exemple, on peut voir que sur le lave-linge, disposant d'une note entre 8 et 9, si on compare entre 2021 et 2022, on constate une évolution de la part de ces lave-linges dans les achats de 40%. Donc, c'est un chiffre assez intéressant sur l'impact de cet indice de réparabilité. On a un petit peu poussé l'étude pour savoir où se situaient les Français sur leur sentiment sur la réparation. Et donc, il n'y en a que 22% qui estiment que les appareils sont plus réparables aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Mais on a un chiffre plus optimiste qui montre que plus de la moitié estime qu'ils seront de plus en plus réparables à l'avenir. Donc, voilà pour la perception des consommateurs et des Français sur cet indice de réparabilité. Alexandrine, avant de continuer, j'ai quand même des questions sur si tu peux nous répondre. Est-ce que toutes les catégories de produits des biens d'équipement électrique électroniques sont couvertes ou une obligation d'indice? Et sinon, est-ce que tu as une idée de comment ça va se passer sur l'ouverture des futures catégories de produits? Alors, donc c'est les pouvoirs publics qui décident, mais dans les groupes de travail, les pouvoirs publics nous ont dit que comme c'était un dispositif français, que du coup, et que là, l'Union européenne s'était commencé à se saisir de ces sujets d'indice de réparabilité au niveau européen, qui souhaitait ne pas étendre cet indice de réparabilité à de nouveaux produits au niveau français et se concentrer sur l'indice de durabilité. J'y viendrai un peu plus tard dans la présentation. Okay. Pour revenir donc a priori en France, cet indice ne devrait pas être étendu à d'autres produits, l'indice de réparabilité. Donc, après 2 ans de mise en œuvre de cet indice, nous, on a constaté plusieurs enjeux à adresser. Côté consommateur, on voyait que les informations elles étaient un peu dispersées, qu'il n'y avait pas vraiment de base de données complète pour trouver toutes les informations et qu'il y avait un enjeu de mise à jour des indices, puisque les indices sont mis à jour en fonction des efforts de réparabilité qui sont faits par les différents fabricants. Et on avait constaté aussi que il y avait besoin d'un outil pour faciliter la transmission de cet indice aux distributeurs, parce que chez réglementaire, le fabricant calcule et il transmet ensuite l'indice au distributeur qui l'affiche ensuite aux consommateurs. Donc, c'est pour répondre à ces enjeux et à la fois d'une d'une base de données complète pour retrouver tous les indices et aussi de meilleure transmission aux distributeurs de ces indices, qu'on a initié la création de la plateforme monindicederéparabilité.fr qui est opérée par une entreprise de l'IT spécialisée dans le SAV qui est Agora Group, qu'on a mise en ligne, qui a été mise en ligne l'année dernière et que je vous invite à aller consulter. Je crois que Samuel, tu mets le lien dans le chat. Et qui donc recense à date toutes les informations sur l'indice de réparabilité sur les produits qui y sont soumis. Et juste
lien que tu m'avais donné sur l'indice de réparabilité, le site de l'État qui répond à toutes les problématiques plus légales et régaliennes sur ce point-là. Voilà, donc il y a tous les textes, comment calculer et toutes les explications. Bon, voilà, rapidement sur le site, c'est un site de référence qui est assez complet et fiable. On voulait aussi vous faire un point sur voilà, l'indice de durabilité. Je vais un peu vite hein, parce que j'ai compris. Vas-y, cours. Donc, en ce moment, il y a des groupes de travail techniques pour donc mettre en place élaborer un indice de durabilité. Donc, cet indice de durabilité, pour le moment, les parties prenantes travaillent, donc c'est encore sous l'égide des pouvoirs publics, puisque c'est aussi une obligation légale à partir de janvier 2024 d'afficher un indice de durabilité aux consommateurs. Pour l'instant, les travaux se concentrent sur 4 produits, le lave-linge Hublot et Top, le smartphone, l'ordinateur portable et le téléviseur. Je pense que tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Non, pas de problème. Donc, il y a son objectif à cet indice, c'est il va être composé de devrait être composé de 3 grands blocs. L'un lié à la fiabilité, l'autre la réparabilité, donc qui reprend l'indice de réparabilité qui devient un bloc réparabilité de cet indice de durabilité. Donc, l'indice de durabilité va venir remplacer l'indice de réparabilité. Et il y a aussi sur les produits IT une notion d'évolutivité, donc amélioration logicielle, etc. Donc, les groupes de travail sont toujours en cours et en train de se réunir avec évidemment l'enjeu d'avoir un indice qui soit le plus compréhensible et fiable pour le consommateur et qui soit évidemment discriminant entre les produits d'une même catégorie. Les groupes de travail, ça inclut les producteurs. Et le GIFAM étant un représentant des producteurs, parce que j'ai pas mal de questions là-dessus. Oui. Alors, ces groupes de travail, ils sont mis en place par l'État. Tout est fait sous l'égide du CGDD et de l'ADEME. Donc, expertise technique côté ADEME et conduite de projet côté CGDD. Et ils réunissent, on se réunit pas mal à différentes échéances avec toutes les parties prenantes, donc distributeurs, associations de consommateurs, acteurs de la réparation, acteurs de l'économie sociale et solidaire, évidemment fabricants aussi, voilà, toutes les parties prenantes identifiées comme pertinentes par les pouvoirs publics. Okay. Et on voulait juste aussi faire un… Bah là, c'est bon, je dis là-dessus, Samuel. Ouais, parce que là, là c'est pareil, je vois défiler des questions, j'arrive même pas à les traiter. Ouais, mais comment on fait avec l'Europe, etc. C'est une bonne question. Donc, du coup, au niveau européen, il y a aussi des indices qui sont… Enfin, une note de réparabilité qui est en train sur laquelle les pouvoirs publics européens sont en train de travailler. Donc, ils le font à l'occasion de la révision par produit. Donc, il y a les réglementations éco-design avec l'étiquette énergie, par exemple, qu'on va avoir sur le smartphone ou la tablette. Et donc, du coup, à l'occasion de la révision de la révision ou de l'élaboration de ces étiquettes énergie et de ces règlements éco-design, la Commission européenne développe donc une note de réparabilité qui va de A à E, qui ne reprend pas tout à fait, enfin qui ne reprend un peu différent, c'est même différent c'est plus relatif à la démontabilité par rapport à l'indice français. Ce sera une note, a priori, ça devrait être une note de A à E qui serait visible dans l'étiquette énergie. Donc, des petites infos. Donc, début 2025, a priori, devrait y avoir cette note d'indice de réparabilité, enfin, cette note de réparabilité pour le smartphone et la tablette. À horizon 2025-2026 pour l'aspirateur, et il y a aussi des travaux sur le sèche-linge. Et pour ajouter pour ajouter d'autres éléments, la Belgique essaye
faire aussi, enfin souhaite vraiment faire des indices de réparabilité et souhaite se calquer sur les dispositifs français. L'Espagne lance également des travaux avec des réflexions en cours, mais il n'y a pas de catégorie de produits qui ont été définies, enfin en tout cas à ma connaissance. Et aux États-Unis également, alors on sort un peu de l'Europe, mais aux États-Unis, il y a un package Right to Repair qui a été élaboré, et il y a aussi des réflexions sur l'élaboration d'un indice de réparabilité. Donc voilà, à date, un panorama qui était, tout ça c'est réglementaire, c'est sous l'égide des pouvoirs publics, voilà, que ce soit tant au niveau français qu'au niveau européen. Et juste pour ouvrir et finaliser cette présentation, donc évidemment les indices de réparabilité, ça permet de donner une information, ça permet in fine de contribuer à l'allongement de la durée de vie des produits, vu que c'est notre objectif à tous. Mais aussi, voilà, quand on parle de ces sujets de réparabilité et de durabilité, on veut bien aussi marteler le fait que l'entretien, ça doit devenir un réflexe, et qu'il y a une panne sur deux qui est liée à un défaut d'entretien. Entretenir son appareil, ça permet d'allonger sa durée de vie. Et des petites données, 9 Français sur 10 pensent que bien entretenir son appareil permet de le garder plus longtemps, mais il y en a moins de la moitié qui en est réellement convaincu, et seul un tiers respecte les consignes d'entretien. Donc, à côté de ces démarches obligatoires et de ces indices, il y a aussi tout un discours à tenir aussi sur l'entretien qui est très important. Mais peut-être que Lorraine, dans l'étude, c'est quelque chose auquel vous faites référence pour faire le pont sur la fin de la présentation. Bon, on verra tout ça. En tout cas, je vois qu'il y a vraiment beaucoup de questions. Je vais peut-être avoir besoin d'un coup de main, Axel, si tu peux, et Lorraine, sur les questions techniques, si on pouvait faire une synthèse des questions techniques pour essayer d'en répondre au maximum au moment des questions. Je vois qu'il y a plein d'éléments sur l'intégration de recyclabilité, etc. Je suppose qu'il y a des questions sur de quoi avec quels critères est fait cet indice de réparabilité. Donc, il y a plusieurs critères, dont la disponibilité de la documentation technique et à qui c'est disponible, aux réparateurs, aux consommateurs, disponibilité des pièces détachées, durée de disponibilité des pièces détachées, facilité de démontage sans des liaisons réversibles, avec des liaisons réversibles pour le coup, des appareils, un critère prix et également un critère spécifique à chaque produit. Si vous êtes intéressé par le détail technique des grilles, je vous invite vraiment à aller sur le site du ministère, où il y a tous les textes réglementaires, où il y a tous les grilles, y compris les grilles calculantes, et vous aurez tous les détails. Peut-être juste un point, par curiosité, parce que la question est posée, c'était sur la pondération des critères. On a eu des retours sur les questions disant oui, c'est tout pondéré à 1, grosso modo. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas regardé dans le détail, qu'en ayant une bonne documentation, puis en ayant un produit pourri, entre guillemets, on peut avoir une bonne note de réparabilité. Je synthétise les questions que j'ai. Cette pondération des critères, est-ce qu'elle existe ou est-ce qu'elle va arriver? C'est fait déjà dans l'indice de réparabilité. Il y a une pondération sur 100%, chaque critère à 25%, et donc c'est le choix des pouvoirs publics d'avoir mis une pondération égale en fonction des différents critères. Ok, donc on peut rien y faire, c'est les pouvoirs publics. Merci pour ces éléments. On reviendra tout à l'heure si on peut prendre d'autres questions. Alors, je voudrais avancer sur notre table ronde sur ceux qui font, ceux qui réalisent, donc les acteurs de la réparation, parce que l'indice c'est bien joli, mais c'est une note, c'est une représentation de ce qu'on fait. Mais à un moment donné, il faut bien des acteurs en face pour justement prolonger la durée de vie des produits. On fait un focus sur petit électroménager et gros électroménager. On va rester un petit peu sur ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, puisqu'on est dans le cadre d'un webinaire avec écosystème. Et justement, ma question, peut-être commencer par Nathalie, pour le groupe Leclerc, quels sont les équipements qui sont réparés dans votre structure? Et puis, si vous avez une idée du volume, parce qu'on a vu des chiffres tout à l'heure qui ont été présentés par Axel
sur Quali-Répar. Donc, on voit qu'il y a une accélération de tout ça. Mais concrètement, vous, qu'est-ce que vous réparez? Et puis, quelles sont les représentations, enfin, les ventilations des produits qui arrivent chez vous? Alors, Nathalie, il faut remettre le micro. J'espère qu'il marche, sinon on passera par le téléphone. On a eu un petit souci la dernière fois. Est-ce que ça fonctionne? Super, merci. J'ai eu peur. Alors, au niveau des produits que l'on répare, on a du gros électroménager, ce qui représente les lave-linges, les lave-vaisselle, les frigos pour les principales catégories. On répare des téléviseurs, des vélos, de la motoculture, les tondeuses à gazon, les débroussailleuses. On répare de l'informatique. On sous-traite la téléphonie puisque les constructeurs ne veulent pas forcément donner les agréments pour que l'on répare leur téléphone. Et on passe aussi par une station technique pour la réparation du PEM, du petit électroménager. Voilà. Au niveau des chiffres, sur l'année 2022, on a réparé environ 180 000 produits. Enfin, on a fait 180 000 actes au niveau SAV sur la moitié est de la France, hein, toujours sur la moitié est. Ça représente environ 20 000 interventions en gros électroménagers. Sur la télé, presque 16 000 interventions. Sur le PEM, le petit électroménager, c'est environ 40 000 interventions. Et sur le cycle, sur tout ce qui est vélo, ça peut être aussi la mobilité urbaine, c'est 2 000 interventions. Et en motoculture, 5 200 interventions, à peu près, hein, pour resituer. Voilà, donc on répare autant des produits sous garantie que des produits hors garantie. Et là, depuis le mois de janvier, on a obtenu le label Quali-Répar. Alors, on n'a pas pu en faire profiter nos consommateurs dès le mois de janvier parce que nos systèmes informatiques n'étaient pas opérationnels. Mais là, ça fait un mois maintenant que c'est opérationnel et on a déjà, les clients attendaient avec impatience qu'on puisse déduire cette subvention. Ça représente pas beaucoup de dossiers pour l'instant, on va dire une trentaine qui ont été acceptés par les clients parce qu'il faut encore que la réparation reste abordable pour eux. Donc, ça représente une trentaine de produits acceptés en réparation avec la subvention Quali-Répar. Voilà pour notre domaine. Donc, soit on intervient, soit les clients déposent leurs produits au comptoir des magasins, soit on peut intervenir aussi à domicile selon la demande des clients. Merci beaucoup. Alors, du côté de SEB, c'est un peu différent hein, parce que pour le coup, vous êtes producteur, vous n'avez pas forcément le système de distribution, donc c'est une autre manière de faire. Oui, bah nous sommes fabricants, donc effectivement, c'est un petit peu différent. Alors, il faut savoir que notre organisation c'est vraiment de la proximité. Donc, on a à peu près 200 centres de services agréés sur tout le territoire qui permettent donc de prendre en charge les produits. Alors, c'est 80% des produits vont venir de la distribution, c'est-à-dire nos clients, hein, les retailers, les grandes surfaces spécialisées ou les grandes surfaces alimentaires, etc. Donc, et puis 20% des consommateurs qui vont apporter leurs produits dans le réseau. Et donc on répare. Alors le groupe SEB a vraiment une très forte tradition, c'est dans l'ADN de SEB de tout réparer. Donc il n'y a jamais, j'allais dire, de produits qui vont être mis à la poubelle pour être remplacés par un produit neuf. Les seuls cas où on va devoir remplacer un produit, c'est malheureusement quand c'est irréparable ou quand il n'y a pas les pièces détachées, par exemple. En gros, sur une année, l'année dernière, on a fait à peu près 260 000 réparations. Donc pour toutes les marques que je vous ai citées, hein, donc ça va des produits de l'entretien de la maison, le soin de la personne, les produits de préparation culinaire, etc., etc. Donc environ 260 000 réparations et on a fait à peu près 10 000 échanges, vous voyez, pour vous donner un petit peu le ratio. Donc on a quand même un taux de réparabilité qui est plutôt bon. Voilà, donc ça c'est pour notre organisation.
Je dirais que après, encore une fois, c'est une organisation de proximité. Et après, je pense qu'aussi, on pourra peut-être un peu voir le parcours de ces produits, parce que pour nous, c'est très important ça. Bah, c'est ma question, c'est peut-être enchaîner dessus, Vincent, c'est Ouais. quel parcours logistique, parce que c'est entre le détenteur. Ah, on est vraiment très attaché, nous, à la proximité. Il y a plusieurs raisons, hein. Donc, c'est aussi pour entretenir un maillage de petits centres de services sur tout le territoire. On est très vigilant à ça. Mais c'est aussi pour faire en sorte que les produits soient le moins transportés possible. Donc là, tout à l'heure, on parlait du fonds de réparation. Il faut savoir qu'une des conditions d'accès à la subvention, c'est que, par exemple, le produit ne fasse pas plus de 100 km pour aller se faire réparer. Vous voyez bien que le législateur et les pouvoirs publics, ils ont à cœur finalement de faire en sorte que les produits ils se baladent pas partout et encore pire qu'ils puissent quitter le territoire. Donc nous, c'est la raison pour laquelle on a aussi cette volonté d'avoir la proximité. Juste un chiffre, hein, il y a 70% des produits qui font moins de 50 km pour être réparés. Donc en fait, très souvent, donc les points de collecte, comme je vous ai dit, c'est 80% des réparations en fait, elles viennent du retail, hein, des distributeurs. Ça veut dire que voilà, tous ces magasins, eh ben, ils vont trouver un centre de réparation qui est pas trop loin, on va dire, de chez eux, pour éviter que le produit soit, comment dirais-je, évite de trop voyager. Tout à fait. Donc là, vous appuyez suffisamment sur les compétences des réparateurs agréés, plus quelques centres qui vous sont propres, c'est ça? Alors, on a un seul centre. Alors, on n'a que donc, toutes les opérations de SAV pour les réparations sous garantie, encore une fois, sont traitées par ces centres de services agréés. Donc, on n'a pas de centre en propre, hein. On a effectivement Réparseb, qui est notre joint venture sociale. Donc là, effectivement, on est au capital de Réparseb. Mais sinon, il n'y a pas d'atelier SEB en fait où on va donc réparer nos produits. C'est toujours un agrément constructeur qu'on va donner à un centre de service et donc centre de service agréé. Et donc, pour l'avoir fait, et on avait discuté, moi, pour une cafetière, il suffit d'aller, il y a un site SEB et vous trouvez le réparateur. Alors évidemment, sur tous les sites de marque, il y a ce qu'on appelle un localisateur comment dirais-je, de centre de service, et en fonction de votre code postal, enfin de votre adresse, en fait, on vous donnera le centre de service le plus proche. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous nos centres de service sont multimarques. Enfin, alors multimarques, alors nos centres de service, de toute façon, sont multimarques. Ils travaillent avec nos confrères, avec nos concurrents, mais aussi multimarques dans l'univers du groupe SEB. Donc, je veux dire, il n'y a pas de centre de service qui va dire moi, je répare qu'une cafetière, moi, je répare que des robots café, que des robots voilà, culinaires, etc. Donc là, tous les centres de service vont accepter tous les produits. Ok. Alors justement, Nathalie, on l'a dit, hein, c'est pas le même type d'organisation. Vous faites du retail avec Leclerc, enfin, avec vos centres de distribution. Comment ça se passe justement ce chemin vers la réparation, le chemin logistique ou le parcours client finalement et le parcours produit? Alors, je crois que le micro est encore coupé. Je voulais éviter les échos, mais il ne faut pas oublier de leur mettre en fonction. Alors, les clients déposent soit les produits au comptoir des magasins, ou soit, selon la taille des produits, on se déplace chez les clients. Pour les produits qui sont déposés au comptoir des magasins, on organise des collectes par des navettes. Il y a un planning de navettes qui est organisé pour aller collecter les produits dans chaque magasin. Et donc, on les rapporte à nos centres de réparation qui sont, alors il y en a 4 sur notre périmètre, et ils sont basés sur Reims, Nancy, Lyon et en Alsace entre Strasbourg et Colmar. Voilà. Et donc voilà le cheminement. Donc il y a les navettes de collecte et il y a les navettes pour restituer les produits au magasin. Et Nathalie, quelles sont les pannes les plus courantes alors j'imagine que ça va être différent selon les types de produits, mais qu'est-ce que vous gérez le plus souvent comme panne? Alors la panne la plus courante, je vais dire, c'est le produit qui n'est pas en panne. Mais il faut comprendre pourquoi le client n'a pas réussi à s'en servir correctement, pourquoi
pourquoi on lui dit qu'on n'a pas constaté la panne et que lui, quand il l'a chez lui, il trouve un défaut. Donc des fois, c'est parce qu'ils n'ont pas correctement lu la notice. C'est très souvent, ça arrive très souvent. Après, les notices pour leur décharge, elles ne sont pas toujours simples sur tous les produits. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est pas toujours. Enfin, il y a aussi le client qui ne veut pas, qui ne prend pas le temps de la lire correctement, et c'est très important. C'est très important d'un produit à l'autre. Il va penser qu'il sait utiliser le produit, mais les produits évoluent dans la technologie, donc il faut prendre le temps de relire les notices. Et c'est en lien avec ce que disait Alexandrine. Dans ces documentations, on a aussi la maintenance qui évite de créer les pannes à suivre sur certains produits. C'est ça, il y a des processus, on a beaucoup de pannes sur les broyeurs ou sur les cafetières à cause du processus de détartrage qui est spécifique, et il faut vraiment prendre le temps de lire la notice pour comprendre, parce que d'un appareil à l'autre ou d'une marque à l'autre, le processus n'est pas le même. Et là, il y a beaucoup d'échecs de détartrage des produits à cause de ça. Ensuite, après, ça va être sur les télés, ce qu'on appelle les rampes de LED, c'est l'écran qui s'éteint. Donc, ça peut se réparer, ça se répare assez facilement, et c'est pas une réparation trop coûteuse pour le consommateur. Par contre, sur la télé, il peut y avoir la dalle, c'est carrément toute la matrice qui tombe en panne, et là, c'est une réparation très coûteuse. Sur les lave-linges, ça va être des pompes de machines à laver ou alors la carte électronique. Sur les réfrigérateurs, soit c'est un problème de circuit de froid, soit c'est un problème de thermostat. C'est les principales pannes rencontrées. Voilà, pour faire à peu près le tour. Juste une question, Nathalie, est-ce que vous avez une idée de combien de ces pannes, et j'aurais une question pour toi, Vincent, aussi, qui sont dans le cadre de la garantie. Est-ce que vous avez une idée des réparations que vous faites dans le cadre des garanties et dans le cadre du prolongement de la durée de vie en dehors de la garantie? Vous avez une idée de… Alors, tout produit confondu, pour nous, c'est 75% sous garantie et du coup 25% après la garantie. Alors après, je mets aussi, c'est la répartition de toutes nos interventions. Ça veut on a des interventions, je vais dire hors périmètre, mais voilà, c'est la répartition sous garantie hors garantie, c'est 75-25. D'accord. Et alors justement, Vincent, est-ce que vous, c'est différents pannes? Et puis j'ai une question aussi sur le type de produit. Est-ce que tous les produits, par exemple, je sais pas, les lisseurs ou des choses, des appareils qu'on va retrouver dans la salle de bain, ils sont aussi réparés que ceux dans la cuisine? Bien sûr, on répare tout. Alors là, encore une fois, je disais, c'est vraiment l'ADN du groupe, c'est vraiment de tout réparer. Je vais revenir. Donc, alors, les types de pannes, ce serait peut-être un peu trop long pour tout expliciter. Je vais vraiment réinsister sur ce qu'avait dit Alexandrine. Hein. C'est vrai que c'est exact que 40%, 50% des pannes sont issues en fait à un mauvais entretien ou une mauvaise utilisation du produit. C'est vraiment le truc. Et nous, en fait, on essaye de travailler, nous, en direct sur nos sites de marque, mais aussi en collaboration avec nos clients, c'est-à-dire le retail, pour éduquer les consommateurs. On fait beaucoup de contenu sur nos sites pour expliquer comment entretenir les produits, voilà, des tutos, des vidéos, des choses comme ça. Il y a un immense travail qui est fait, mais qui doit se poursuivre pour éduquer les utilisateurs pour bien utiliser les produits. C'est aussi une utilisation éco-responsable, hein, la consommation. Je vais prendre un exemple tout bête. On ne fait pas bouillir, enfin la bouilloire, on ne va pas mettre 1,5 litre d'eau dans la bouilloire alors que c'est pour se préparer juste une tasse de thé. Voilà. Donc on essaye un peu comme ça d'éduquer les consommateurs. Alors bon, il y a tous les produits notamment qui contiennent de l'eau, que ce soit les robots café, les centrales vapeur. Voilà, on va retrouver des choses qui sont très liées au calcaire. Voilà. Mais bon, je ne vais pas faire l'inventaire parce qu'il y en a tellement. Mais voilà, donc l'utilisation, l'usage, c'est quand même la source principale, j'allais dire, de problématiques. Maintenant, sur la visibilité que l'on a sur nos pannes, nous, en tant que constructeurs, bah oui, comme vous avez compris, on est très engagé sur la période de garantie.
Et là, puisque nous, c'est nous qui prenons en charge. Donc, on a dans nos systèmes d'information qui sont très tous nos centres de service en fait travaillent sur la même solution. Alexandrine aussi en parlait, qui est fournie par Agora. Et donc, ça nous permet vraiment d'avoir un reporting précis des codes symptômes, des codes panne, des consommations de pièces, etc. Donc, nous, en tant que constructeur, on a vraiment une analyse fine qui contribue à l'amélioration de la qualité de nos produits. Et on sait pertinemment, enfin, on sait très très bien ce qui se passe sur tous les produits, quels sont les types de pièces qu'on remplace, la durée de vie des pièces, etc. Là où c'est un petit peu plus dur pour nous, c'est justement de savoir ce qui se passe au-delà de la période de garantie, au-delà de ces 2 ans, puisque après, les consommateurs, finalement, ils sont libres d'aller où ils veulent. Et après, même les réparateurs, ils n'ont aucun engagement vis-à-vis de nous pour nous donner de l'information. Alors, heureusement, on a quand même, on a lancé des forfaits de réparation qui nous permettent justement pour des prix c'est des forfaits en fait tout inclus et qui permettent en fait aux consommateurs, lorsque le produit est plus sous garantie, de commander ce forfait et pour un prix fixe, eh ben, il peut se faire réparer son produit. Alors l'intérêt, c'est déjà d'offrir effectivement un moyen aux consommateurs d'accéder à l'extension je dirais, de l'usage de son produit, bien sûr, surtout à un coût qui est très compétitif. Et puis grâce à ça, en fait, on commence un peu à avoir de la data sur nos produits, comment ils se comportent au-delà de ces fameux 2 ans, 2 ans et demi, puisqu'après, au-delà de 2 ans et demi au maximum, puisque quand on fait une réparation pendant la période de garantie de 2 ans, on a une extension de 6 mois. Donc au-delà de ça, après, c'est un peu plus compliqué pour nous d'avoir de la data. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que d'une manière générale, les produits de petit électro, en moyenne, leur durée de vie, c'est 9 ans, quoi. Après, voilà, le GIFAM aussi fait pas mal d'études là-dessus. Donc voilà comment ça se passe. Mais le gros focus, c'est vraiment comment nos consommateurs utilisent nos produits, les aspirateurs, aussi les filtres qui sont bouchés, et donc le moteur qui peut. Voilà. Donc, et après, il y a un sujet autour des batteries. Alors ça, les batteries, voilà. C'est un grand thème de discussion. Les batteries, c'est vraiment quelque chose de très complexe et qui introduit un certain nombre de problématiques. Tant sur la durée de vie que sur la fiabilité. Voilà. Donc, les batteries, c'est un gros sujet. Tout ce qui est maintenant qui se recharge, ça génère pas mal de questions. Voilà. Mais merci pour ces éléments. Alors, juste pour conclure cette table ronde, j'ai une question pour vous, une question d'actualité. Mais Nathalie avait commencé à y répondre. Qu'est-ce que Qualirépar et le fonds aujourd'hui a changé pour vous? Quelle évolution vous avez pu constater? Alors, Nathalie, tu avais un peu répondu en disant ça s'est mis en place le temps qu'on mette, donc vous commencez à voir les premiers contrats. Mais comment toi tu vois dans le temps, est-ce que tu imagines que ça va tirer la réparation et l'allongement de la durée de vie? Oui, je pense qu'il y avait une réelle attente de la part des consommateurs parce qu'ils se renseignent, ils en ont entendu parler, ils se sont renseignés et ils ont vu qu'on était agréé, enfin qu'on avait le label. Et pourtant, on n'était pas capable de leur proposer du fait de l'attente par rapport au système informatique. Mais il y avait une réelle demande de la part des consommateurs. Donc là, nous, on leur propose systématiquement, on n'attend pas qu'ils nous disent est-ce que je peux en bénéficier. C'est mis d'office sur toutes les réparations qui sont hors garantie si le produit peut en bénéficier. D'accord. Et côté Seb Côté Seb, nous, en fait, alors, 2 choses. Premièrement, nous, on encourage très fortement nos partenaires, nos centres de services agréés à faire la démarche. Donc aujourd'hui, sur les à peu près 200 qu'on a, il y en a à peu près 25% qui sont certifiés déjà, et on en a encore autant qui sont en parcours de certification. C'est une démarche quand même qui est relativement longue, hein. C'est pas quelque chose qui se fait facilement entre le moment où on dépose le dossier, le moment où il y a l'audit qui est planifié, etc., etc. Les retours, moi, d'expérience qu'on a de nos centres de service, c'est que c'est quand même des audits qui sont faits sérieusement, quoi. Donc c'est pas, c'est fait quand même avec sérieux par les 3 prestataires qui opèrent, hein, donc SGS, Veritas et puis AFNOR. Donc voilà. Nous aussi, comme je vous ai dit, on fait des forfaits de réparation. Ça veut dire que nous aussi, on vend des prestations et donc avec ça, on s'est aussi engagé dans une démarche de certification pour avoir ce label Qualirépar, donc le groupe Seb. En France, on aura donc ce label Qualirépar. Là, le dossier est également en cours d'instruction pour justement que les consommateurs qui vont acheter sur Internet un forfait de réparation puissent aussi bénéficier de la subvention. Voilà. Peut-être aussi rajouter que c'est nous quelque chose qu'on voit effectivement de façon très très positive.
Notre crainte, c'est que, mais bon, il y aura de toute façon des retours d'expérience. On espère qu'il n'y aura pas un effet d'aubaine aussi qui va se faire sur le long terme et qui fera que finalement, les réparateurs vont intégrer le montant de la subvention, comme on peut le voir sur d'autres produits. Voilà, par exemple, dans l'immobilier, les locations avec les aides qu'il y a sur les logements, c'est un peu la même chose. Hein. Les loyers sont très chers parce que les propriétaires intègrent les aides que peuvent toucher les locataires. Là, c'est un peu la même chose. Le risque, c'est qu'à long terme, le marché intègre ça et puis finalement que ce soit plus attractif pour le consommateur. Donc ça, vraiment, c'est un point de vigilance et il faut vraiment qu'on soit très attentif à ça. Merci. Si je peux me permettre de réagir là-dessus, il y a d'ailleurs un observatoire qui est en place pour contrôler ça et protéger les consommateurs. Donc, évidemment, on a besoin d'un peu de data et donc un peu d'historique. C'est pour ça qu'on reviendra dessus en 3 ans, je crois. C'est prévu de revenir dessus en 3 ans. Exactement. On n'est pas passif vis-à-vis de ça. Bouge pas, Axel. Tu vas être mon Lucien Bolt de ta partie, toi, là, maintenant. Donc, est-ce que tu peux, on peut discuter un petit peu justement des déterminants à l'allongement de la durée de vie. Il y a une étude qui a été faite par Écosystème. Est-ce qu'elle est disponible ou pas déjà Non, pas tout à fait encore. Et justement, on a besoin de vous pour voir ce qu'on en fait de cette étude. Donc, on va en parler. Je vais me dépêcher parce qu'on est très en retard. Vous nous avez fait la remarque comme quoi. Pendant que tu en parles, je vais lancer peut-être le sondage directement. C'est de savoir un petit peu quel format de l'étude, de retour d'étude. Tu avances un peu, tu t'inquiètes pas, je lance le sondage en même temps parce que ça marche. On y va. Super. Du coup, on a réalisé une étude pour connaître un petit peu les déterminants à l'allongement de la durée de vie des équipements électriques et électroniques. Donc ça a été introduit par la loi AGEC qui a responsabilisé encore plus les éco-organismes sur ces différents périmètres liés notamment à la durabilité, réparabilité des équipements. Je ne vois plus rien. Je ne sais pas si c'est normal. C'est normal, je lance le sondage. Et ça bug. Ok, ça marche. Et du coup, on s'est dit, ok, il y a différents enjeux relatifs à ça. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir, comment est-ce qu'on va bien pouvoir accompagner, nous, la filière des équipements électriques et électroniques sur ce sujet lié à la réparabilité, durabilité des équipements. Et donc, on a pensé que le meilleur moyen de réaliser ça, c'était de faire une petite étude, une grosse étude, pardon, qui a été menée par Rudologia, qui est un cabinet de conseil, et notamment Thomas, on te salue si tu nous écoutes aujourd'hui, pour essayer d'avoir une bonne idée de tous les déterminants à l'allongement de la durée de vie des équipements. Donc, l'objectif, c'était de compiler à la fois des éléments de la littérature qu'on pouvait trouver, donc sur l'indice de réparabilité, les groupes de travail autour de l'indice de durabilité, ce qui pouvait se faire au niveau de la Commission européenne, du JRC, des associations comme UFC Que Choisir, etc. Tout un tas de littérature, des labels qui existent. Si tu veux passer à la slide d'après, des labels qui existent comme, encore après s'il te plaît, le label Long Time, le baromètre Fnac Darty, tout un tas de données qui nous ont permis d'avoir plus d'informations sur les déterminants à l'allongement de la durée de vie des équipements, qu'on a agrégé avec des entretiens, des interviews qu'on a pu faire avec certains de nos producteurs, avec des distributeurs, des fabricants, des acteurs de la réparation, des startups qui sont aussi en pointe sur ces sujets, pour essayer d'avoir une liste la plus exhaustive possible de déterminants à l'allongement de la durée de vie des équipements. Donc concrètement, comment je fais pour allonger la durée de vie de mes équipements? C'est quoi cette horreur? C'est pour vous dire qu'on a bien travaillé, que c'était très compliqué. Donc, vous montrer un peu comment sont structurés les résultats de l'étude. On retrouve au début de ce magnifique tableau Excel tous les déterminants à l'allongement de la durée de vie des équipements qu'on a classifiés en fonction de quel type de déterminant fait quoi. Quels produits vont être concernés? Est-ce que ça peut concerner tous les produits électriques et électroniques, plutôt le gros électroménager, l'IT, les lampes, voilà, etc. Quel type de priorisation? Est-ce que c'est difficile de mettre en place, d'allonger la durée de vie via ce déterminant? Est-ce que ça prend beaucoup de temps ou pas?
et est-ce que les bénéfices sont potentiellement importants ou pas en termes de priorisation. On a ensuite essayé d'identifier la composante de durabilité que ça concernait. Est-ce que c'est relatif à la fiabilité de l'équipement, à la réparabilité, à la réparation? Est-ce que c'est plutôt de l'auto-réparation ou est-ce qu'on va faire appel à des Nathalie et des Vincent pour venir réparer nos équipements? Quels sont les acteurs facilitateurs? Est-ce que ça va être plutôt des fabricants, des distributeurs, des consommateurs, etc. Et quand est-ce qu'on peut, quelle est l'étape d'intervention où on peut jouer sur ces déterminants? Est-ce que c'est plutôt au moment de la conception, au moment de la vente, du SAV, etc. Donc pour être un tout petit peu plus précis, j'espère que c'est assez gros. Je vous ai mis 2 exemples ici de déterminants. Le premier déterminant qui est la mise en place de la traçabilité des composants électriques et électroniques pour pouvoir récupérer des données opérationnelles sur la vie en service. Par exemple, mettre une petite puce RFID dans un équipement afin de pouvoir estimer la durée de vie de l'équipement et pouvoir développer en conséquence la réutilisation en interne ou avec des partenaires. Donc typiquement, ce déterminant, il s'applique un peu à tous les équipements. C'est difficile à mettre en place parce qu'il faut le faire un peu surtout de manière systématique et que ça prend un petit peu de temps. Que les bénéfices sont modérés, donc on aurait de la data, ça nous permettrait d'avoir de l'information, on pourrait travailler dessus, mais on n'a pas estimé que ça aurait un impact non plus immense sur la durabilité de l'équipement. On a estimé que ça pourrait jouer sur la réparation, la réutilisation, le remanufacturing, que c'était plutôt dans la main des fabricants et des réparateurs pros, donc les acteurs qui pourraient intervenir autour de ce déterminant, et puis qu'en termes de cycle de vie industriel, ça concernait plutôt l'étape d'innovation et d'intelligence. Si on prend un autre déterminant, si tu me laisses le temps. Non, il n'y a pas d'autre déterminant. Allez, on y va. Ok, ça marche. Ça marche. Alors du coup, comme vous avez compris, on a une grosse liste bien compliquée de tout un tas de déterminants à l'allongement de la durée de vie des équipements. Et ben maintenant, il faut qu'on arrive à capitaliser dessus, à savoir quoi en faire. Donc, on vous a sollicité dans le petit sondage pour savoir quel type de livrable vous auriez besoin pour pouvoir exploiter ces déterminants et pas avoir à regarder ligne par ligne le magnifique tableau Excel qu'on vous a montré. Donc, de quoi est-ce que vous auriez besoin? Plutôt des fiches de bonne pratique détaillées, des fiches réflexes qui peuvent être assez simples par catégorie de produits. Est-ce que ça peut être un canevas de priorisation où on viendrait réaliser en atelier chez vous ou des consultants, par exemple, des petits ateliers pour pouvoir évaluer comment est-ce que vous pourriez améliorer la durabilité de vos équipements. On est un petit peu ouvert sur toutes ces questions, donc on vous a fait des propositions ici et vous pouvez compléter et donner vos avis, votre avis en complétant le petit sondage, sachant que… Je vais fermer le sondage, mais vous pouvez continuer à mettre vos commentaires dans les questions, on les récupérera. Okay. Et je pense qu'il est temps de laisser du temps à ta directrice, s'il te plaît. Oui, super. Sachant qu'on voudrait pouvoir vous donner des infos et vous livrer les résultats de cette étude d'ici cette fin d'année. Voilà, c'est fini pour moi. Merci Axel et désolé de te presser. Lorraine, la Marie-Jo Pérec, là maintenant, si c'était Lucien Bolt, c'est trouvé. Ouais, plus vite que Bolt, ça va être compliqué. Mais disons que je vous autorise à quitter le webinaire et à écouter le replay si besoin. Oui, donc la question était sur les paramètres clés qui pilotent les bénéfices environnementaux des activités de réparation. Si tu peux nous donner quelques éléments pour conclure ce webinaire. Oui, alors on a mené une grande étude sur la partie bénéfices environnementaux que peut apporter et la réparation et les activités de réemploi, réutilisation. Les résultats, les conclusions de cette étude ne sont pas encore publiés et ça fait partie de nos axes de travail pour cette année. Mais disons qu'en teasing, juste quelques éléments pour que vous ayez en tête les grands enjeux environnementaux et qui font pas mal écho en fait à ce qui a été dit aujourd'hui pendant le webinaire. Donc on trouve intéressant de conclure par ça. Ici, vous avez sur ce petit schéma les grands principes sur l'évaluation méthodologique du bénéfice environnemental de la réparation.
qui revient en fait à comparer donc l'équipement et ce qui va être réparé avec une partie d'un équipement neuf qui est évité, dans la mesure où on repousse en fait potentiellement l'achat d'un équipement neuf. Donc il y a 3 grandes composantes qui vont faire cette balance environnementale. La première chose, c'est le premier point que vous voyez en haut, c'est vraiment les impacts en tant que tels des actions de réparation. Donc il faut se déplacer pour aller jusqu'au centre de réparation ou on va dire, de rénovation au sens large qui inclura réparation, réemploi, réutilisation, parce que c'est à peu près les mêmes principes méthodologiques. Et donc pour faire simple, les impacts environnementaux de ces actions, au sens le transport, vraiment l'activité en tant que telle de l'acte de réparation, est-ce qu'il a fallu changer une pièce, est-ce qu'il a fallu retester l'équipement. Ensuite, il y a une grande composante aussi qui entre en jeu, c'est quelle va être la durée de prolongement de l'équipement, et en particulier parce que ça va être mis en balance avec la durée de vie du nouvel équipement que l'on va éviter, donc que l'on va repousser. Pour faire simple, si je prolonge de 4 ans mon équipement grâce à la réparation et que à la place, j'aurais acheté en fait par exemple un autre équipement qui aurait eu une durée de vie de 10 ans, eh bien en fait j'évite 4 ans des impacts de cet équipement qui lui aurait duré 10 ans certes, mais donc j'évite 4 dixièmes en fait des impacts de cet équipement. Tout ça, c'est ce qui va être comptabilisé en fait dans les impacts évités que vous voyez dans le petit 2. Avec vraiment tous les impacts liés à la production, à la fin de vie de cet équipement et qui sont évités, en tout cas décalés dans le temps. Et puis le troisième point, c'est les éventuels impacts de la surconsommation qu'on peut avoir s'il y a un décalage entre l'ancien équipement et le nouvel équipement, un décalage soit de consommation énergétique, soit de consommation d'eau par exemple. Donc je vois que Samuel voulait vite passer sur le slide d'après, donc on va faire très vite. Ici, vous retrouvez en fait les 3 grands axes que je viens d'évoquer juste avant. Et les petits carrés donnent une notion de l'importance en fait de cet indicateur par rapport aux critères changement climatique ou épuisement des ressources énergétiques ou épuisement des ressources minérales. Ce que vous voyez qui ressort beaucoup, et ça nous servira un peu de grande perspective, c'est que l'impact de la production des pièces neuves, c'est un enjeu très important qui compte dans la balance du bénéfice de la réparation. Donc, c'est pour ça aussi que, en mettant en perspective, est-ce qu'on remplace plutôt par une pièce neuve ou par une pièce issue, par exemple, de la réutilisation? Ça, ce serait un levier d'action très important pour encore plus augmenter le bénéfice de cette réparation. Ce que vous voyez aussi, c'est que finalement, on pourrait avoir en tête que peut-être le transport, etc., peuvent être très importants. Ce ne sont pas forcément les critères les plus importants dans ce bénéfice de la réparation. Et puis après, suivant les indicateurs environnementaux aussi, l'impact de la surconsommation peut avoir aussi un effet. Donc, ça rejoint tout ce qui a été dit juste avant sur l'importance de l'usage, du bon usage, d'un usage raisonné de l'équipement, avec toutes les consignes aussi qui peuvent être passées par les fabricants sur l'utilisation des modes éco, l'utilisation ou même l'acte d'achat d'un équipement qui peut avoir une bonne étiquette énergétique. Voilà, ça c'est le panorama que vous avez sur des gros équipements de type gros électroménagers où justement cet effet de la surconsommation peut jouer parce que il y a eu aussi des évolutions dans la performance énergétique des équipements ou dans la performance en termes de consommation d'eau par exemple. Ici vous avez on retrouve quasiment le même schéma mais pour les appareils avec des fortes composantes électroniques. Donc vous voyez que cet effet de la surconsommation il est moins important. Par contre on retrouve là très très fortement l'enjeu du changement de pièces, c'est-à-dire que si ma réparation sur un petit équipement, par exemple un téléphone, si ma réparation impliquait le changement complet de la carte électronique, en fait, c'est tellement important dans l'équipement, au prorata de l'équipement, que ça va avoir un effet sur le bénéfice environnemental potentiel. Pour donner une illustration, si je prolonge d'1 an seulement grâce à mon acte de réparation, mais qu'il a fallu que je change les pièces principales de mon équipement, peut-être que ma réparation n'est pas si vertueuse que ça, parce que justement, j'ai cette toute petite durée de prolongation. Donc, ça va être un enjeu aussi d'avoir des réparations de qualité, d'où l'importance pour nous aussi de ce label Quali-Répar, des réparations de qualité qui permettent aussi de faire durer dans le temps le plus possible les appareils après cette réparation. Et donc, pour conclure, je ne vais pas détailler ce slide-là et ce schéma-là, mais à retenir vraiment la durée de prolongation de l'appareil réparé ou rénové, c'est un paramètre clé dans la balance environnementale. L'impact de la production des pièces détachées, en particulier si elles sont neuves, aussi va jouer largement dans ce bénéfice de la réparation.
Et puis l'impact de la surconsommation peut jouer un rôle significatif, et c'est là où le rôle du consommateur après dans l'usage de son équipement reste très important pour réduire au maximum la consommation énergétique de son équipement au cours de l'usage, même s'il est réparé. Merci beaucoup. On sent que c'est toi la chef, hein. Tu vas plus vite qu'Axel. Voilà, c'est un problème de compétence. On sent que j'ai peur que tout le monde s'en aille, surtout. Non, voilà. Alors, juste pour info, attendez, je rappelle quand même que Écosystème est à votre disposition pour vous accompagner. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'on a beaucoup de questions. On n'aura pas le temps de les traiter là. On va travailler avec Écosystème pour faire une réponse. On vous envoyer le webinaire et répondre à un maximum de questions qui sont générales. Les questions spécifiques, on essaiera, comme d'habitude, de répondre directement ou prendre un rendez-vous s'il y a besoin. Moi, ce que j'aimerais, c'est laisser la parole peut-être à Nathalie, Martin et Alexandrine pour une petite conclusion. Si vous avez un petit mot à dire par rapport à ce qu'on a vu là tout de suite, tous les éléments, j'ai mes questions qui passent au-dessus. J'aimerais bien avoir un petit peu votre avis sur justement la réparation, votre sentiment par rapport à ce qui a été vu aujourd'hui et puis l'avenir surtout. Je vais commencer. Je pense que c'est évidemment c'est une obligation, j'allais dire plus que réglementaire, carrément sociétale. Donc pour les fabricants de concevoir des produits qui sont réparables et qui sont aussi vertueux. Nous, le groupe, on s'est engagé sur cette voie puisque maintenant on promeut la réparabilité 15 ans de nos produits. Ça veut dire que tous les produits, il y a 98% en fait des produits que l'on fait, que l'on fabrique et que l'on met sur le marché qui ont ce label réparabilité 15 ans. C'est un gros effort pour nous, hein, voir pour un industriel comme le groupe SEB. Je vous donne un peu une image. On a aujourd'hui un stock de pièces détachées pour assurer cette promesse de réparabilité 15 ans qui fait 40 000 m². On fait plus de 6 millions. On a plus de 6 millions d'envois de pièces détachées dans le monde tous les ans pour assurer ces réparations, puisqu'on a plus de 6 000 partenaires qui font de la réparation pour nous. Voilà, donc c'est vraiment un gros investissement, mais je pense qu'il faut mettre les moyens justement pour réussir à atteindre tous ces objectifs environnementaux qui sont clés pour l'avenir. Et de ton côté, Nathalie, un mot un petit peu sur la suite, comment tu vois les choses? Je rejoins Vincent, enfin, du côté des consommateurs, je pense qu'il y a un besoin de faire prolonger la durée de vie des appareils. On sent que les clients viennent pour faire réparer et ils sont frustrés parce qu'il y a des produits qui ont été conçus par certains constructeurs pour être jetés une fois qu'ils ne sont plus opérationnels. Et là, les clients sont vraiment frustrés. Ils ne comprennent pas vraiment. Donc là, tout le monde souhaite faire prolonger la durée de vie de ces appareils. Ça, il n'y a pas de doute. Et pour le GFAB, Alexandrine, parce que là, tu représentes un certain nombre de metteurs en marché. Je pense qu'il est important, c'est qu'on voit qu'il y a plusieurs paramètres et qu'il y a des attentes fortes des consommateurs. Ce qui est important, c'est qu'il y ait de la clarté, en tout cas quand il y a des dispositifs réglementaires, qu'il y ait de la clarté et de la stabilité dans les dispositifs et pour que tout le monde aille dans le même sens pour allonger la durée de vie des produits. Merci. Alors, juste pour info, prochain webinaire, vous bloquez la date, c'est le 16 juin, 13h30. Alors là, les chances sont avoir du monde, on aura des questions, il faudra qu'on prévoit comment gérer les questions, je les sens déjà qui arrivent. Recyclabilité, loi AGEC, méthodologie et outils de calcul de la mention pour les équipements d'électrique et électronique, lampe et PAE. Petits appareils extincteurs, Samuel, quand même. Ça, mais ça existe, ça, c'est chez vous. Oui, tu le dis à chaque fois. Un petit mot de la fin pour écosystème, je ne sais pas, Lorraine, Axel, par rapport à ce qu'on a vu sur la réparabilité aujourd'hui. Allez, je m'y colle. Du coup, merci beaucoup déjà à tous nos intervenants. Je pense qu'on a bien vu avec les interventions d'Alexandrine, Nathalie et Vincent qu'on avait un triptyque autour de la réglementation déjà qui pousse dans ce sens, des attentes consommateurs qui sont également de plus en plus en attente
de produits plus vertueux, plus durables, qu'on a une filière qui commence à se structurer, enfin qui continue à se structurer et pour laquelle l'écosystème est maintenant bien responsabilisé, notamment via notre intervention avec le fonds réparation, le label Quali Répare, etc. Et puis nous, spécifiquement, on souhaite vraiment apporter notre pierre à l'édifice en tant qu'expert environnement pour accompagner au mieux nos producteurs sur ces questions de durabilité pour les équipements électriques et électroniques. Donc, on a encore tout un champ des possibles à faire et à explorer sur ces différents sujets. On est ravis de pouvoir continuer à travailler, à co-construire ces différentes études, ces différents résultats, ces différentes méthodologies avec vous. Donc, n'hésitez pas aussi à nous alimenter de votre savoir, de vos questions pour qu'on puisse encore mieux répondre à vos attentes. Voilà. Et puis, au plaisir de vous retrouver lors du prochain webinaire sur la recyclabilité, du coup, au mois de juin. Eh ben, merci à toutes et tous. Aussi, évidemment. Ouais, ben moi, j'ai pas d'avis sur le contenu de réparabilité, mais moi, je veux vous remercier. Je vous souhaite de passer un bon week-end de Pâques, parce qu'il me semble qu'il est prolongé. Et on se retrouve le 16 juin. Juste pour info, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez déjà j'ai mis le lien si vous voulez déjà vous inscrire dans le chat pour le prochain webinaire. On prépare comme d'habitude ensemble, Axel. On organise ensemble, j'imagine. Et donc, dès qu'on a un peu plus d'éléments de contenu, on fera une actu qu'on diffusera aux membres des adhérents chez l'écosystème, puis plus largement dans un second temps. Merci encore pour d'avoir été là avec nous et on vous dit à bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Merci à tous. Et merci Samuel. Au revoir. Merci Samuel.